Merci Bruno, merci de m'avoir invité, c'est toujours aussi agréable d'être ici. Et pour vous parler d'un sujet qui n'est pas très facile et qui donc va nécessiter quelques préliminaires, je dirais, ne serait-ce que des préliminaires de vocabulaire à propos de ce mot qu'on utilise sans arrêt, le mot temps, et finalement, je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même idée de la signification de ce terme, et on voit que tous les philosophes, tous les scientifiques à peu près l'ont utilisé dans leurs travaux, dans leurs réflexions, mais qu'à peu près jamais ils n'en ont donné une définition, et ils n'ont même jamais prétendu, ils n'ont jamais osé finalement donner une définition qui soit vraiment complète et satisfaisante de ce terme. Bien sûr, je ne vais pas le faire non plus, mais je crois quand même que si on veut parler de questions temporelles, il faut vraiment, dès le départ, se mettre assez clair sur le vocabulaire, et notamment sur ce terme. Donc, ce que je voudrais, dans une première approche, c'est non pas définir ce terme, puisque c'est sans doute hors de portée, mais essayer au moins d'en dégager certaines caractéristiques pour savoir de quoi on parle quand on parle du temps. Et finalement, l'idée que je voudrais faire passer, la première idée peut-être, c'est que cette notion de temps n'est pas du tout une notion première, une notion simple, une notion évidente, mais c'est que c'est une notion composée, complexe dans le sens c'est pas quelque chose d'élémentaire, et que ce qu'on appelle le temps finalement c'est la réunion, l'assemblage de plusieurs notions qui elles sont plus élémentaires. Et ces notions, je ne vais pas vous les cacher plus longtemps, c'est la notion de datation, la notion de durée et la notion de causalité. Et ce que je prétends, c'est que ces trois notions, je vais bien sûr expliquer ce que c'est, sont finalement des notions assez premières, assez simples à définir, et que ce qu'on appelle le temps, c'est la réunion de ces trois notions qui sont finalement cohérentes les unes avec les autres, et que quand on parle du temps dans la vie courante, finalement c'est en général de l'une de ces trois notions qu'il s'agit, sauf qu'on a l'habitude de parler du temps et on ne fait plus la distinction, on ne rentre plus dans les définitions précises, on se contente d'un langage un petit peu approximatif, mais malheureusement ce langage approximatif ne suffit plus quand on veut vraiment s'attaquer aux choses telles qu'elles sont en profondeur, au niveau fondamental, et il ne s'applique plus non plus, et c'est ça qui va être le cœur de cet exposé aussi, il ne s'applique plus lorsqu'on s'intéresse à des expériences de grande précision, lorsqu'on s'intéresse à l'observation, par exemple en astrophysique ou en cosmologie, lorsqu'on s'intéresse à des mesures à caractère temporel avec des très grandes précisions. Et toutes ces situations que je viens de décrire, qui ne sont évidemment pas les situations de la vie courante, c'est quelquefois ce qu'on appelle les situations relativistes, parce que pour bien les décrire, on est obligé d'utiliser la théorie de la relativité, la théorie d'Einstein. Et cette théorie, justement, on va s'apercevoir qu'elle prend en compte le fait que le monde tel qu'il est, tel que nous l'explorons à l'aide des expériences ou des observations physiques, n'est pas compatible avec cette notion de temps. Et c'est ce que je résume en disant que finalement, dans le monde, dans la nature, le temps n'existe pas. Le temps, de la manière dont je vais le définir dans un instant, cet assemblage cohérent de notions premières, on s'aperçoit que dans la nature, eh bien, ces notions, elles n'existent pas forcément, et quand elles existent, elles ne sont pas entre elles avec les relations que l'on croit qu'elles ont, et qui finalement sont ces relations familières que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Autrement dit, pour le dire d'une autre manière, ces notions familières qui sont celles à caractère temporel que nous utilisons dans la vie de tous les jours, et finalement que les physiciens utilisent aussi lorsqu'ils font des expériences qui n'exigent pas une trop grande précision, eh bien ces notions, finalement, on s'aperçoit qu'elles n'existent pas, ce que j'appelle la disparition du temps. Alors, c'est sans doute un terme un peu fort, parce que le temps, bien sûr, on l'utilise quand même dans la vie de tous les jours, et encore une fois, dans certaines expériences, on peut très bien l'utiliser, mais c'est toujours dans un sens approximatif.
C'est-à-dire que si on réussit à se donner rendez-vous au même moment ici et à être tous rassemblés, c'est parce qu'on n'exige pas des précisions d'une fraction de microseconde. Et si vraiment notre vie se déroulait avec des échelles de microsecondes, eh bien on s'apercevrait qu'on n'arrive pas à se coordonner et qu'on ne pourrait pas utiliser cette notion de temps qui nous est aussi familière. La deuxième chose, le deuxième point important de mon exposé, mais je l'ai déjà abordé, c'est de montrer que cette notion de temps que je vais définir, eh bien, donc, elle n'existe pas dans le monde. Ce que je traduis en disant le temps n'existe pas dans le monde, et c'est ça que prennent en compte les théories de la relativité. Autrement dit, ces théories de la relativité d'Einstein dont je vais parler, je les considère comme les théories de la disparition du temps, même si elles ne sont pas toujours présentées de cette manière. Et la troisième chose, c'est la notion de voyage temporel. La notion de voyage dans le temps. Alors, on a tous vu des films de science-fiction, on a tous lu des livres de science-fiction qui font allusion à quelque chose de ce genre. On en a une vague idée qui est sans doute pas très précise, et quand on regarde dans les livres ou dans les films, on s'aperçoit que c'est toujours pas très précis non plus. On va vous dire, je m'assois dans ma machine temporelle, j'appuie sur un bouton, je vais me retrouver en telle année, mais on n'explique pas davantage comment ça marche, comment ça fonctionne dans l'espace-temps, et donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors je ne vais pas vous donner tous les détails aujourd'hui, j'en donnerai un petit peu plus demain dans mon fil noir, et puis il y en a un petit peu davantage dans le livre. Mais je vais essayer de vous donner une notion de ce qu'on peut entendre par voyage dans le temps. Mais il y a quelque chose qui est très important, quelque chose qui est une sorte de théorème qu'on peut établir, et qui est un théorème, si vous voulez, de la physique, mais finalement qui est quelque chose d'entièrement logique, c'est que ce qu'on appelle voyage temporel, ce qu'on appelle voyage dans le temps, ne peut exister que si le temps n'existe pas. C'est-à-dire que si on supposait que le monde était bien régi par la physique newtonienne qui déclare qu'il existe un temps universel qui s'écoule le même pour tout le monde, ce dont on a l'habitude, eh bien si la physique était régie par cette théorie-là, celle de Newton, eh bien la notion de voyage temporel serait tout simplement impossible. On peut le démontrer d'une manière purement logique. Mais, d'après ce que je viens de vous dire, à savoir que les théories relativistes d'Einstein sont précisément les théories de la disparition du temps, eh bien ça laisse ouverte cette possibilité de voyage temporel. Ça la laisse ouverte, et on s'est aperçu, les physiciens se sont aperçus, le premier qui s'en est aperçu, c'est Kurt Gödel dans les années 1930, qui a écrit le premier article, disons un petit peu sérieux, sur la notion de voyage temporel. On s'est aperçu que c'était quelque chose qui pouvait être possible dans la théorie, qui était possible, je dirais, d'un point de vue théorique et d'un point de vue logique. Et alors à ce moment-là, ça ouvre une deuxième question. Est-ce que quelque chose qui est possible va pouvoir se réaliser dans notre univers? Parce que dans l'univers, il y a des choses qui pourraient être possibles et qui ne se réalisent pas. Donc il y a une possibilité d'existence, mais est-ce qu'il y a une existence? Et je vais brièvement discuter de cette question, et ça c'est un peu technique, donc je ne m'attarderai pas trop aujourd'hui, mais ce qui est peut-être un peu plus intéressant et qui va vous intéresser vous davantage, c'est en admettant que cette possibilité existe, puisqu'elle est a priori permise par les théories de la relativité, on peut en parler, et même on peut en parler dans le cadre de la physique maintenant, on peut en parler d'une manière assez précise. Est-ce que, si cette possibilité existe, ça entraînerait des paradoxes? Et quelles seraient les conséquences d'un voyage dans le temps, disons, vis-à-vis de notre mémoire, nos connaissances, notre manière de se situer dans le monde? Et ça sera par ces notions que je terminerai, mais évidemment, je n'irai pas dans tous les détails, parce que c'est des questions, vous vous apercevrez tout à l'heure, qui finalement sont à la limite du domaine de la physique, et qui finalement devraient sans doute être discutées par les philosophes. Et donc nous avons d'ailleurs avec les philosophes des discussions sur ces sujets, mais ça ouvre peut-être davantage de questions que ça n'en résout. Alors donc, je reviens sur la première partie, je dirais, qui est d'essayer de décortiquer cette notion du temps telle que nous la connaissons, telle qu'elle est utilisée aussi dans la physique newtonienne. Et c'est très important de se rendre compte que ce qu'a fait Newton au XVIIe siècle, quand il a écrit son ouvrage qui s'appelle « Les principes de la philosophie naturelle », eh bien, il a fondé
la physique moderne. C'est-à-dire ce qu'on appelle la physique aujourd'hui, et que j'appellerais la physique moderne, ça n'existe que depuis Newton. C'est-à-dire avant Newton, bien sûr, il y avait des savants qui ont découvert des choses extraordinaires, Kepler, Copernic, Galilée, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que cette discipline qu'on appelle la physique moderne existait. Bon, tout ça mériterait développement aussi, mais si j'insiste là-dessus, c'est parce que l'arrivée de cette physique moderne, de cette nouvelle discipline qui a pris un si important essor depuis 3 siècles, eh bien, elle coïncide avec l'introduction de la notion de temps en physique avec Newton. Donc on peut dire la naissance de la physique moderne, c'est l'introduction formelle et précise de la notion de temps par Newton dans le cadre de la physique. Ce temps qu'il a appelé temps universel, avec l'idée qu'il existe un temps qui s'écoule pour tout le monde. Aujourd'hui, ça nous paraît assez naturel, mais il faut bien comprendre que ceci n'était pas une évidence. Parce que le temps, la notion de temps, je dirais, nous en avons tous, chacun, une impression. C'est-à-dire, on se rend tous compte qu'il y a quelque chose qui, à notre niveau, tel qu'on le ressent, tel qu'on l'éprouve, tel qu'on peut le penser, il y a quelque chose qui s'écoule, il y a un temps qui s'écoule. Et comment s'en rendre compte de la manière la plus simple, c'est par l'intermédiaire de la mémoire. Par exemple, je me souviens que hier, je suis arrivé ici en voiture. Je me souviens qu'il y a un mois, j'ai fait une promenade au bord du lac. Je me souviens qu'il y a 10 ans, j'ai été en voyage à l'autre bout du monde. Donc j'ai ma mémoire, je me souviens que j'ai fait des choses dans le passé, je me souviens que j'ai été plus jeune, donc je sais que je vieillis, je sais que pour moi, il y a un temps qui s'écoule, je l'appelle comme ça. Et chacun de vous, évidemment, fait la même expérience. Et finalement, comme nous sommes des êtres sociaux, que nous communiquons, nous apercevons que nous vivons tous la même expérience, on peut imaginer, on peut faire l'hypothèse que mon temps à moi qui s'écoule, que je ressens, le temps que vous ressentez, que vous éprouvez, sont la manifestation d'un même phénomène, d'un phénomène universel. Et c'est ça l'hypothèse de Newton, dire il existe un temps universel qui s'écoule pour tout le monde, et ce que nous ressentons chacun de nous, c'est la manifestation à notre niveau personnel de ce temps universel qui s'écoule partout, qui s'écoule sur Terre, dans la galaxie, dans l'univers, dans les autres galaxies, etc. Donc vous voyez, il y a une certaine logique là derrière, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. C'est une sorte d'hypothèse qu'a faite Newton et qui lui a permis de fonder la physique, qui a été très efficace. Mais ce qui s'est passé, c'est que 3 siècles plus tard, on s'est aperçu que cette hypothèse ne tient pas. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce temps, tel que le décrit Newton, tel que nous utilisons dans la vie courante, je vous ai dit que je voulais le décortiquer en propriétés un petit peu plus fondamentales. Et la première, c'est la propriété que j'appelle datation, que nous connaissons tous. La datation, c'est simplement le fait que quand il y a un événement qui se déroule, on peut lui assigner une date. C'est-à-dire, je suis en train de vous parler, eh bien, nous sommes, le 6 août 2014, il est 18h30. Donc ça, c'est un événement parce que c'est quelque chose qui se passe quelque part, à un endroit précis et à un moment précis. S'il y a quelque part dans la galaxie une étoile qui explose, c'est un événement, parce que c'est localisé dans l'espace et dans le temps. S'il y a une comète qui s'écrase sur Jupiter, c'est un événement. Mon 20e anniversaire, ou celui de quiconque d'entre vous, c'est un événement. Donc, il y a des événements. Eh bien, ce que nous dit la physique newtonienne, c'est que chaque événement, il a une date. Alors, peut-être que l'on peut connaître cette date, ou peut-être que c'est très difficile, même impossible, mais ce que nous dit la physique newtonienne, en tout cas, c'est que cette date existe. Autrement dit, chaque événement a une date. Je crois que pour chacun de nous, c'est intuitif, mais malheureusement, ce que va nous dire la physique relativiste, c'est que ça n'est pas vrai dans la nature. Mais j'en suis pas encore là. Pour le moment, datation, chaque événement a une date. Et alors ça entraîne quelque chose de fondamental également, parce que si chaque événement a une date, quand on a 2 événements, une supernova qui explose ici, une comète qui s'écrase sur Jupiter là, puisque chacun a une date, il suffit de comparer les 2 dates, il y en a une qui est plus grande que l'autre, et on va dire cet événement s'est produit avant celui-là, ou bien celui-là s'est produit avant celui-ci, ou bien ils ont la même date et ils sont simultanés.
Autrement dit, immédiatement, le fait qu'il y ait une datation définit ce qu'on appelle une chronologie. Les événements sont classés. Il y a un ordre des événements, un ordre chronologique. Antériorité, postériorité ou simultanéité. Et ça, c'est quelque chose d'absolument direct comme implication. S'il y a datation, il y a chronologie, et en particulier simultanéité. Et pour l'histoire, il faut savoir que ce qui a conduit Einstein à formuler ces théories de la relativité, c'est la constatation que la simultanéité n'existe pas. Il s'est aperçu, et je reviendrai là-dessus, qu'il est impossible de déclarer que deux événements sont simultanés, ou non. C'est quelque chose qui n'a aucun sens en physique, c'est-à-dire, moi je vais faire une expérience pour me poser cette question, je vais trouver que A s'est déroulé avant B, quelqu'un d'autre va trouver que B s'est déroulé avant A, quelqu'un d'autre va trouver que les deux événements sont simultanés. La question n'a pas de sens. La notion de simultanéité ne peut pas exister. Mais donc si la simultanéité n'existe pas, la datation non plus. Parce que si les événements avaient une date, il suffirait de comparer une date et on pourrait dire si oui ou non ils sont simultanés. Donc c'est par l'intermédiaire de cette simultanéité, qui n'existe pas, qui implique que la datation n'existe pas, qu'Einstein est arrivé à sa formulation des théories de la relativité. Donc j'en suis à énoncer les propriétés du temps et j'ai énoncé une première propriété qui est la datation. À chaque événement est associé un nombre qu'on appelle sa date. Alors si ça peut être une heure ou quelque chose comme ça, peu importe, mais c'est un nombre. La deuxième notion qui est importante, c'est celle de processus, que vous connaissez tous. Un processus, c'est quelque chose qui se déroule depuis un événement initial jusqu'à un événement final. Par exemple, une étoile qui naît quelque part dans un nuage interstellaire, qui va vivre sa vie d'étoile pendant des millions ou des milliards d'années, et puis qui, à la fin, va mourir, par exemple, dans une explosion de supernova. Ça, c'est un processus, c'est une histoire avec un événement initial, un événement final et toute une suite d'événements de manière continue entre les deux. Et c'est ce qu'on peut appeler finalement la ligne de vie ou la ligne d'univers de cette étoile. C'est la succession de tous ces événements, commençant par un événement initial et un événement final. Par exemple, ma propre vie, entre mon 20e anniversaire et mon 30e anniversaire, c'est un processus, c'est une histoire. La vie de mon frère jumeau entre son 20e et son 30e anniversaire, c'est aussi une histoire. Ça n'est pas la même que la mienne, même si elle commence à notre 20e anniversaire que nous avons fêté en commun et à notre 30e anniversaire que nous avons fêté en commun. Donc ce sont deux histoires à ce moment-là qui ont le même événement initial, le même événement final, mais deux histoires différentes. En tout cas, ce sont des histoires. Et la notion de temps, qu'est-ce qu'elle fait? Quelque chose que l'on connaît bien. À chaque histoire, elle associe un nombre aussi, ce qu'on appelle la durée. Chaque histoire a une durée. L'étoile a vécu 5 milliards d'années. C'est un chiffre qui a un sens bien précis et qu'on peut d'ailleurs reconstituer à partir du contenu en éléments chimiques de l'étoile et en connaissant les taux de réaction nucléaire entre ces éléments dans l'étoile. Mon 20e anniversaire, entre mon 20e et mon 30e anniversaire, par définition, je sais que la durée de mon histoire a été de 10 ans. Donc, deux notions fondamentales, notion de datation, notion de durée. Et ce qui est tout à fait intéressant, important, caractéristique du temps newtonien, quelque chose que vous connaissez tous, c'est qu'il y a une relation entre les deux. C'est que simplement, dans la vision courante, la durée d'une histoire, c'est la date de la fin moins la date du début. On est tous habitués à ça. La durée d'une histoire, c'est la différence entre la date de l'événement final et la date de l'événement initial. Évidemment, les deux notions fondamentales sont liées. Il y a aussi une notion de causalité, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça nous ferait trop de choses à absorber. Mais donc, ces deux notions fondamentales sont liées entre elles. Et ce que je soutiens, c'est que c'est l'existence de ces deux notions et le lien profond qu'elles ont entre elles qui constitue ce qu'on appelle le temps. Parce que quand on parle du temps, on a à l'esprit à la fois la notion de datation, à la fois la notion de durée, mais elles sont tellement liées entre elles que finalement on ne les distingue pas vraiment. Ce que va nous apprendre la vision relativiste du monde, c'est que ces deux notions,
La première, datation, n'existe pas vraiment. La seconde, durée, existe sous la forme de ce qu'on appelle les durées propres, je vais en parler dans un instant, mais qu'il n'y a aucun lien entre elles. Et c'est cette absence de lien qui fait qu'on ne peut plus regrouper ces deux notions dans une notion plus globale qu'on appellerait le temps. Alors, j'en viens à la notion relativiste, et donc, ce qui est important, et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, parce que on est dans une durée limitée, ce qui est important, c'est de se rendre compte que la notion de datation n'existe pas dans l'univers. C'est-à-dire, on ne peut pas dater les événements. Alors quand je dis on ne peut pas dater les événements, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître la date des événements, mais ça veut dire que le monde est tel qu'il est impossible de supposer que les événements ont une date. Ce n'est pas le fait qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas cette date, c'est qu'il existe une date. Et encore une fois, pour en arriver à cette conclusion, il suffit de suivre le raisonnement d'Einstein, et le raisonnement d'Einstein qui est de dire qu'il est impossible de déterminer si deux événements sont simultanés ou non. C'est impossible, il le montre en analysant les manières différentes que l'on a de déterminer si oui ou non deux événements simultanés. Il montre que dans certaines situations, évidemment ce sont des situations où il y a des objets par exemple qui se déplacent rapidement, ou bien où il y a un fort champ de gravitation, des situations qui ne sont pas nos situations habituelles, mais que nous rencontrons en physique des particules, que nous rencontrons en astronomie, que nous rencontrons dans les télécommunications et la navigation spatiale. Donc il existe des situations où il est impossible de déterminer si deux événements sont simultanés ou non. Et je répète, parce que c'est important, ça veut dire que si je monte sur pied une expérience destinée à répondre à cette question, je veux obtenir une réponse, mon voisin va monter la même expérience, il va obtenir une réponse différente. C'est-à-dire, pour moi, les événements sont simultanés, pour lui, ils ne le sont pas, et aucun de nous deux a davantage raison que l'autre. Donc, il n'y a pas de notion de simultanéité. Et ensuite, par un raisonnement logique, s'il n'y a pas de simultanéité, il ne peut pas y avoir de datation, parce que s'il y avait des dates, il suffirait de comparer les dates et on dirait si les événements sont simultanés ou non. Donc, la première grande constatation, c'est qu'il n'y a pas de datation. Et j'insiste aussi sur le fait que ça n'est pas une conséquence de la théorie de la relativité, c'est quelque chose qui est constaté dans le monde, et la théorie de la relativité a été construite ensuite par Einstein pour prendre compte de l'impossibilité de la datation. Donc il n'y a pas de datation. Cette première propriété du temps newtonien a disparu. La seconde propriété importante, c'était celle de durée. Qu'est-ce qu'elle devient en relativité ? Eh bien, en relativité, la notion existe parfaitement. Elle est parfaitement définie. C'est-à-dire qu'en relativité, lorsque vous avez un processus, lorsque vous avez une histoire, cette histoire a toujours une durée. On appelle ça plutôt maintenant durée propre, mais ça recouvre la même chose que la notion de durée. Et cette durée, c'est la notion que l'on mesure avec une montre, une horloge. Mais aussi, si je dis quelle est la durée, dans le sens maintenant relativiste, de l'histoire, de mon histoire, qui va de mon 20e anniversaire à mon 30e anniversaire, 10 ans, c'est la durée que j'aurais pu mesurer avec ma montre. C'est aussi la durée que j'aurais ressentie physiologiquement, en comptant par exemple les battements de mon cœur ou ma respiration, ou en tenant compte de ma digestion, de mes rythmes de sommeil, etc. C'est une durée que j'aurais vécue physiologiquement. C'est aussi une durée, je peux dire, mentale. C'est-à-dire, je peux me servir du temps qu'il me faut pour faire un petit calcul mental. Je vais dire, un calcul multiplié de nombres de 4 chiffres. Bon, je sais qu'il me faut 15 secondes. Donc, c'est une espèce d'horloge, une horloge mentale. Et je peux m'en servir. J'aurais aussi mesuré la même durée avec cette horloge mentale. Ou le temps qu'il me faut pour lire un livre de 200 pages, bon, il me faut, mettons, 4 heures, donc je peux me servir de ça comme une horloge aussi. Finalement, une horloge qui, évidemment, ne repose pas du tout sur les mêmes processus qu'une horloge biologique, purement physiologique, ou qu'une horloge mécanique, mais on sait que tout ça coïncide à peu près, et quand on va faire des mesures sur des assez longues durées, on va trouver que ça coïncide. Et j'insiste sur le fait que cette durée propre d'une histoire, c'est vraiment la durée mesurée, c'est vraiment la durée vécue, c'est vraiment la durée ressentie. C'est important parce que tout à l'heure je vous parlerai de la fameuse expérience des jumeaux et c'est important de souligner cet aspect. Donc, la notion de durée
est parfaitement définie dans notre monde, même si les processus mettent en jeu des très grandes vitesses, même s'il y a des champs gravitationnels très intenses, et même si on fait des expériences avec une précision diabolique, avec la meilleure précision qu'on connaît aujourd'hui, celle de nos horloges atomiques. Mais évidemment, il va y avoir une différence fondamentale avec la notion de durée telle qu'elle était dans la physique newtonienne. La première différence, c'est qu'en physique newtonienne, il y avait une datation. Ici, il n'y en a pas. Donc, ce lien qui était consubstantiel à la physique newtonienne entre datation et durée, forcément, ici, a disparu, puisqu'il n'y a plus de datation. Donc, la durée propre n'est liée à aucune datation. Et en physique newtonienne, il y avait une propriété très intéressante qui découlait du fait que c'était lié à la datation, c'est que la durée d'un processus, finalement, ne dépend que de l'événement initial et de l'événement final. En relativité, c'est complètement faux. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile à réaliser, le plus difficile à admettre, le plus contraire à notre intuition. C'est que deux histoires qui commencent au même événement et qui finissent au même événement n'ont pas nécessairement la même durée. Et en fait, non, sauf exception, jamais la même durée. C'est-à-dire, entre mon 20e et mon 30e anniversaire, moi j'ai vécu 10 ans. C'est la définition. Mon frère jumeau, qui était là avec moi pour fêter mon 20e anniversaire, avec moi aussi pour fêter mon 30e anniversaire, mais qui n'a pas vécu la même histoire, mais qui est parti dans l'espace pendant ce temps, et c'est évidemment l'histoire des jumeaux de Langevin, eh bien entre les deux, son histoire n'a pas duré 10 ans. Elle a vécu, s'il allait très vite, mettons par exemple 5 ans. Donc quand on se retrouve, moi j'ai 30 ans, lui il a 25 ans. Alors qu'on s'est quittés, on avait tous les deux 20 ans. Et j'insiste sur le fait que la durée de son histoire, c'est vraiment 5 ans, mesurée à sa montre, mesurée par les battements de son cœur, mesurée par son temps psychologique pour calcul mental, etc. Donc, dans tous les sens du terme, il a vécu 5 ans. Dans tous les sens du terme, moi, j'ai vécu 10 ans. Et s'il allait encore plus vite, ça ne serait pas 5 ans, ça serait 3 ans, ça serait 1 an, etc. On observe des particules qui vont à des vitesses comparables à celles de la vitesse de la lumière, un tout petit peu moins évidemment, parce qu'on ne peut jamais atteindre cette vitesse, et finalement, sur une durée qui pour nous serait de plusieurs minutes, par exemple, elles vivent une fraction de seconde de leur temps. On connaît des particules instables qui s'appellent les muons. On sait qu'un muon, à peine est-il créé, une microseconde après, en moyenne, il se désintègre. Donc, un muon vit, dans son histoire à lui, une microseconde, jamais davantage, enfin, en moyenne. Eh bien, nous, on peut observer des muons pendant 3 minutes, par exemple, de notre temps. Parce que notre histoire entre un événement A et un événement B a eu 3 minutes de durée propre. L'histoire du muon entre le même événement et le même événement, parce qu'il allait beaucoup plus vite, a duré 1 microseconde. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout un fantasme, qui n'est pas du tout une manière de parler, c'est que vraiment les durées propres sont différentes. Attention, il n'y a pas du tout de contraction du temps ou de dilatation du temps ou de dilatation des durées, de choses comme ça. Il y a une durée propre d'une histoire, une autre durée propre d'une histoire qui n'a rien à voir. C'est tout. C'est pareil, si vous allez de Paris à Florence, eh bien, le trajet que j'ai parcouru, bon, je dirais, c'est combien? Peut-être 800 km. Si je fais un détour par Berlin, par exemple, je vais décrire une autre courbe qui part du même endroit de Paris qui arrive à Florence, mais j'aurai un trajet de 3000 km. C'est la même chose. Là, ce que je viens de vous dire, c'est que dans l'espace, là c'est la surface de la Terre en l'occurrence, on a 2 trajets qui commencent au même point, qui finissent au même point, et qui ont 2 longueurs différentes. Ce dont je viens de vous parler, c'est dans l'espace-temps, 2 histoires qui commencent au même événement, qui finissent au même événement, ont des durées propres différentes. C'est beaucoup plus qu'une analogie, parce que finalement la géométrie est quasiment la même. La géométrie de l'espace-temps, puisque ces théories de la relativité sont décrites en termes géométriques, eh bien c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la géométrie de l'espace, avec quand même quelques différences, mais je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Donc voilà le tableau, si vous voulez. La notion de durée
existe parfaitement en relativité, ça devient quelque chose qui s'appelle la durée propre, elle est parfaitement bien définie, elle n'est pas du tout liée à une datation comme en physique newtonienne, et elle n'a pas cette propriété dont on a l'habitude que la durée d'un phénomène ne dépend que de l'événement initial et de l'événement final. Donc c'est dans ce sens-là que je dirais que dans les théories relativistes, et en fait dans la mesure où elles décrivent le monde, dans la nature, dans le monde, la notion de temps n'existe pas. Petite parenthèse, vous allez me dire, mais le temps pour nous ça existe, on s'en sert sans arrêt, on s'en sert dans notre vie de tous les jours, même dans des expériences assez simples. Pourquoi ? Eh bien c'est parce qu'à la précision de nos mesures temporelles, nous ne vivons pas des histoires différentes. Nous vivons tous la même histoire. C'est-à-dire que la précision de nos montres, en général, quand on n'a pas une horloge atomique, la précision de nos montres est telle que même si on va à l'autre bout de la Terre, même si on fait un voyage supersonique, à cette précision, nous vivons tous la même histoire. Et le long de cette histoire, on peut dire c'est l'histoire de la Terre, si vous voulez, on ne peut pas distinguer nos histoires, le long de cette histoire, il y a une durée propre qui est la durée propre de la planète Terre. Et cette durée propre, c'est ça qu'on appelle le temps universel. Et voilà pourquoi, dans la vie de tous les jours, on peut très bien se satisfaire de cette notion de temps universel. Mais si par exemple vous envoyez un satellite autour de la Terre et que vous voulez faire des mesures précises, typiquement le GPS, Global Positioning System, eh bien si vous faites l'hypothèse qu'il y a un temps qui serait le même et qui s'écoule sur la Terre et dans le satellite, jamais vous arriverez à faire marcher le GPS. Les ingénieurs de la NASA ont commencé avec un programme comme ça. Eh bien, le GPS, il dérivait de plusieurs dizaines de mètres à l'heure. Ça ne marchait pas. Donc, il est impossible de décoder, par exemple, de construire et de décoder le système GPS en faisant l'hypothèse que le temps universel s'écoule à la fois sur la Terre et dans le satellite. Quand on fait de l'astronomie, on est sans arrêt confronté à ce genre de choses. Il est impossible de supposer que le temps s'écoule à la fois sur la Terre et dans la galaxie d'Andromède, par exemple. On n'arriverait absolument pas à rendre compte des observations astronomiques. En physique des particules, comme je viens de vous le dire, dans les accélérateurs, quand on analyse les rayons cosmiques, sans arrêt, on est confronté au fait que le temps, ce qu'on appelle le temps universel, ne s'écoule pas pour la particule, mais que la particule a des durées propres le long de sa propre histoire qui n'ont rien à voir avec les durées que l'on peut enregistrer. Tout ça, encore une fois, c'est pas de la fiction, c'est vraiment la réalité, puisque ces durées propres, qui diffèrent complètement, ce sont les choses que l'on mesure, que l'on ressent aussi et que l'on éprouve aussi, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de sentiments, évidemment, à l'échelle des particules. Mais on en reparlera d'ailleurs. Alors, ça c'était mon introduction. Maintenant, question du voyage temporel. Bon, alors, voyage temporel, si on regarde les termes, encore une fois, il faut être précis, il faut se méfier des termes. Parce que ce qu'on appelle voyage, dans le sens usuel, qu'est-ce que c'est qu'un voyage ? Par exemple, je suis venu de Paris à Florence, c'est un voyage. Oui, mais si je veux être précis, je suis parti de Paris à midi, je suis arrivé à Florence à midi le lendemain. Donc un voyage, c'est un déplacement de 800 km dans l'espace, mais c'est aussi un déplacement de 24 heures dans le temps. Donc ce qu'on appelle voyage, il faut bien comprendre que ça combine toujours un déplacement spatial et un déplacement temporel. C'est la combinaison des deux. Autrement dit, c'est déjà non pas purement temporel, mais purement spatial. Et qu'est-ce qui se passe si je ne bouge pas ? Je suis ici, les bras croisés, je ne bouge plus. Voilà. Eh bien, de la seconde qui précédait jusqu'à celle-ci, j'ai fait un voyage temporel. J'ai voyagé d'une seconde dans le temps. Et j'ai voyagé de rien du tout dans l'espace. Donc j'ai fait un voyage purement temporel. Et finalement, quoi qu'il arrive, je suis un voyageur temporel, puisque quoi qu'il arrive, je vais de cette seconde à la seconde suivante, puis à la seconde suivante. Donc on est tous soumis d'une certaine manière à un voyage temporel que l'on ne contrôle pas, mais que nous subissons tous, de manière synchronisée. Donc si on veut être strict sur les termes, le voyage temporel, c'est ce qu'on subit sans arrêt. Le voyage spatial, ça c'est impossible. Spatial, non pas au sens aller dans une capsule ou dans un satellite, mais un voyage qui serait purement spatial et non temporel. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'en un déplacement temporel nul, en 0 seconde, je me déplace de 10 mètres. Bon, je ne peux pas en 0 seconde me déplacer de 10 mètres.
Donc, ce qui est impossible, ce n'est pas le voyage temporel, au sens strict, c'est le voyage spatial. Bon, je referme cette parenthèse, juste pour vous dire qu'il faut faire attention aux termes. Évidemment, quand on parle de voyage temporel, c'est autre chose que nous avons dans l'idée. Et encore une fois, cette chose-là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, serait strictement impossible, on peut le montrer par un raisonnement purement logique, si le temps, dans le sens newtonien et dans le sens de la vie de tous les jours, existait, ceci est impossible. Mais précisément, comme je vous l'ai dit, les théories de la relativité prennent en compte la non-existence du temps. Donc, a priori, ça n'est pas impossible. Ça ne veut pas dire que c'est possible, mais ça n'est pas, en tout cas, évident que ça soit impossible. Et en 1931, le logicien Kurt Gödel a montré qu'il existait des solutions de la relativité générale dans lesquelles ce qu'on a l'habitude d'appeler voyage temporel était possible. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude d'appeler voyage temporel? Alors, quand on regarde un petit peu à quoi ça correspond dans les livres de science-fiction et autres, eh bien on distingue deux choses. On distingue le voyage dans le futur et le voyage dans le passé. Et je vais distinguer les deux choses. Le voyage dans le futur, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout d'un coup, je voyage et je me retrouve, par exemple, dans 10 ans. Je me retrouve dans 10 ans, mais évidemment, il y aurait un moyen de me retrouver dans 10 ans, c'est tout simplement d'attendre 10 ans. Et dans 10 ans, je vais me retrouver dans 10 ans. Bon, mais évidemment, ce n'est pas ça qu'on appelle voyage temporel. L'idée, c'est que je voudrais me retrouver, dans une minute, me retrouver dans 10 ans. Alors, ça paraît paradoxal, mais en fait, avec cette notion de durée propre des histoires, il est tout à fait possible, du point de vue de la relativité, que je vive une histoire de durée propre une minute, c'est-à-dire j'aurais vécu une minute, pour arriver à un événement qui correspond à la Terre dans 10 ans. Ça, c'est tout à fait possible. Et techniquement, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je n'ai pas besoin d'inventer une machine à voyager dans le temps. Ça existe. Il suffit que je monte dans une fusée qui va très vite, qui me ramène très vite. Et voilà, j'aurais vécu, on va dire pas une minute, mais j'aurais vécu une journée. Et je me retrouve sur Terre le 6 août 2024. Il n'y a absolument rien qui l'empêche, sinon des empêchements techniques. C'est-à-dire on n'est absolument pas capable de construire une fusée qui atteindrait des vitesses suffisantes pour ceci. Mais si on était capable, aucun problème. Et il y a un autre empêchement qui est que si je voulais aller aussi vite, il faudrait que ma fusée atteigne des accélérations extrêmement intense, et bon, le corps humain ne peut pas résister à plus que, alors je ne sais pas à combien on en est aujourd'hui, enfin je crois que c'est 5, ou en tout cas moins de 10 G d'accélération. Et si je voulais atteindre une vitesse proche de celle de la lumière qui me permettrait de réaliser cette petite expérience, eh bien il faudrait que je subisse davantage que 10 G et pendant longtemps, et donc ça, c'est impossible aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on aura des sources d'énergie extrêmement puissantes qui permettront d'atteindre des vitesses extraordinaires, proches de celles de la lumière, des combinaisons anti-G qui nous permettront de subir, je ne sais pas, le nombre de G qu'il faut, et que ce que je décris aujourd'hui comme une fiction possible en principe, mais pas en pratique, deviendra possible en pratique. J'en sais rien. Donc, si vous voulez, en tout cas, pour ce qui concerne le voyage vers le futur, il n'y a aucun problème, c'est complètement possible en principe, ce ne sont que des barrières techniques qui nous empêchent. Techniquement, on le vit tous, c'est-à-dire que si on se retrouve dans un an ici, donc ça sera le 6 août, à quelle heure? À 19h15, moi j'aurais vécu un an, mais si vous avez beaucoup voyagé en avion, vous n'aurez pas vécu un an, vous aurez vécu un tout petit peu moins. Sauf que là, vu les vitesses auxquelles vous aurez été, même en avion supersonique, ça n'est qu'un millionième de la vitesse de la lumière, sur un an, la différence va être une petite fraction de microseconde. Évidemment, on ne va pas s'en apercevoir, on ne va même pas pouvoir la mesurer. En revanche, on a fait ça avec des horloges atomiques les plus précises de l'époque qu'on a mis dans des avions, et effectivement, il y a un avion qui a fait un tour de la Terre dans un sens, l'autre dans l'autre, et quand ils se sont retrouvés, eh bien, les horloges atomiques qui étaient au départ parfaitement synchronisées se sont trouvées désynchronisées d'une petite fraction de seconde aussi, qui était conforme au calcul de la relativité. Donc tout ça, ça n'est pas du tout, encore une fois, des fictions, c'est la réalité. Mais ça, c'est le voyage vers le futur, mais sans retour. Parce que ce que je viens de vous dire, vous partez
vous vous retrouvez, après avoir vécu 1 minute de votre durée propre, vous vous retrouvez dans le futur de la Terre 10 ans plus tard, tout à fait possible, mais vous ne pouvez pas revenir. Ça, pour le moment, je n'en ai pas parlé, rien ne nous dit que c'est possible. Et je vais en parler maintenant. Ça, c'est le voyage, parce que si vous êtes dans le futur, vous voulez revenir, ça sera un voyage dans le passé. Est-ce que ça peut être possible? Et la réponse est oui, en principe, puisque justement, notre Kurt Gödel, dont je viens de vous parler, a montré, en 1931, une solution de la relativité générale où c'était possible. Kurt Gödel était un logicien, comme vous le savez, et il était obnubilé. C'était un logicien qui discutait beaucoup avec Einstein, et quand il était à Princeton, Einstein était même une des seules personnes avec qui Gödel discutait, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement renfermé. Il s'intéressait beaucoup à la relativité. Il était obsédé par le temps, et il était obsédé par le fait justement que le temps n'existait pas. Et en fait, ce n'est pas tellement les voyages temporels qui l'intéressaient. Ce qu'il voulait, c'est vraiment démontrer d'une manière plus explicite encore que d'habitude, que le temps n'existait pas et ne pouvait pas exister. Et il a dit, le meilleur moyen de montrer que le temps ne peut pas exister, c'est de fabriquer un modèle dans lequel l'existence du temps serait absurde. Et ce modèle, c'est celui-là, c'est celui qui permet un voyage temporel. Alors, ce modèle existe. Il permet ce qu'on appelle un voyage temporel, ce qui, dans le langage de la relativité, est une courbe de temps fermée. Ça veut dire quoi, une courbe de temps fermée? Eh bien, il y a quelque chose qui est une sorte de règle absolue, c'est que, quoi qu'il arrive, ma propre histoire va se dérouler. Quand je dis ma propre histoire, ça peut être la mienne, ça peut être la vôtre, mais ça peut être aussi celle de n'importe quel système physique, une étoile ou une particule élémentaire, un atome. Bon, quand je dis je veux dire n'importe quel système physique. Moi, je suis un système physique, un peu comme un autre, avec quelques particularités, mais quand je dis c'est pas moi personnellement, c'est un système physique. Donc, quoi qu'il arrive, moi, je suis ma ligne d'univers, c'est-à-dire je suis ma propre histoire. Et ma propre histoire, quoi qu'il arrive, elle va de mon passé vers mon futur. Et même si je reviens dans le passé, eh bien, il y a quand même la continuité de l'écoulement du temps le long de ma ligne, et quoi qu'il arrive, je vais me rappeler de mon passé, d'une certaine manière. Ça, c'est une sorte de règle absolue. Et si l'on veut considérer l'éventualité d'un voyage dans le temps, d'un voyage dans le passé, il faut conserver cette unité, cette continuité de ma propre histoire, de ma propre vie. Ça, c'est une chose importante. Alors, quand on regarde cette notion de voyage dans le temps, eh bien, ça va évidemment concerner une histoire particulière que je pourrais vivre dans l'univers. Une histoire particulière où, par exemple, je vais vivre ma vie et je vais me retrouver à un événement que j'ai déjà vécu. C'est-à-dire, je vis, voilà, j'atteins l'âge de 20 ans, et puis je continue à vivre, donc je vieillis de 20 ans, 30 ans, et puis à 40 ans, je me retrouve dans le même état où j'étais quand j'avais 20 ans. Ça, c'est ce qu'on appellerait une courbe de temps fermée. Je revis exactement le même événement. Alors ça, on s'aperçoit tout de suite que c'est impossible. Parce que, quoi qu'il arrive, le long de mon existence, je vieillis. C'est-à-dire, j'avais 20 ans, ensuite j'ai 30 ans, ensuite j'ai 40 ans. Ma mémoire, mon esprit n'est plus le même. Mon corps n'est plus le même non plus. Et donc, il est impossible qu'arrivé à l'âge de 40 ans, je me retrouve exactement dans le même état physique et mental qu'à 20 ans. Donc, on s'aperçoit immédiatement que cette histoire de courbe temporelle fermée, ce qu'on pourrait appeler un voyage dans le temps strict, c'est impossible pour un être humain. Et quand on regarde, c'est impossible pour tout système physique qui évolue. Pourquoi? Parce qu'en évoluant, il devrait pourtant se retrouver strictement dans le même état. En revanche, c'est possible pour un système qui n'évolue pas. Des systèmes qui n'évoluent pas, est-ce que vous en connaissez? Je ne sais pas, tout évolue. Une planète évolue, une molécule, une cellule vivante évolue, etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'un système qui n'évolue pas, c'est quoi? C'est un système qui ne change jamais. Mais tout change. Ben non, il y a quelque chose qui ne change pas, c'est une particule élémentaire. Une particule élémentaire, elle est toujours la même. Si vous prenez un électron qui a été créé il y a 1 seconde ou un électron qui a été créé il y a 5 milliards d'années,
c'est strictement le même électron, il est identique, il a la même masse, il a la même charge, il a les mêmes propriétés. Donc rien ne distingue un électron jeune d'un électron vieux. Donc l'électron, on peut très bien imaginer qu'il suit son existence, et puis il arrive à 20 ans, mais il est toujours le même, à 30 ans, à 40 ans, et puis à 40 ans, il se retrouve strictement dans le même état qu'à 20 ans. Et il continue sur cette boucle complètement fermée. Donc on peut très bien imaginer qu'une particule élémentaire suivrait une boucle fermée, c'est-à-dire qu'elle repasse dans l'espace-temps par le même état. Comme je viens de le dire, c'est impossible pour un système complexe, pour un système organisé. Mais pour une particule élémentaire, c'est tout à fait possible. Alors, est-ce que quelque chose comme ça pourrait exister? Est-ce qu'il y a moyen de s'en apercevoir? Ah bon, alors imaginons. Ça voudrait dire quoi, s'apercevoir qu'un électron est dans un état comme ça? Ça veut dire interagir avec lui, l'observer, mais pour observer quelque chose, il faut interagir avec lui. Par exemple, envoyer un autre électron avec lequel il va interagir, et ça renvoie quelque chose, des photons par exemple, qui nous indiquent que, voilà, on a observé l'électron. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On envoie, par exemple, un photon sur cet électron renvoie le photon, ça y est, on l'a observé, on sait qu'il existe. Mais le problème, on sait qu'il existe, rien ne nous dit qu'il suit une courbe fermée, parce que lui, il s'en fiche. Mais lui, cet événement, comme il repasse sans arrêt par cet événement, il va le vivre une fois, il va le vivre 2 fois, il va le vivre 3 fois, il va le vivre une infinité de fois. Donc, du point de vue de l'électron, il va recevoir le photon, le renvoyer, et il va vivre ça une infinité de fois. Cet événement, du point de vue de l'électron, il se produit une infinité de fois. De mon point de vue à moi, j'ai envoyé le photon sur l'électron, j'ai reçu le photon une fois. Donc pour moi, c'est un événement tout à fait normal qui ne s'est produit qu'une fois. Donc je n'ai pas de moyen de m'apercevoir si, oui ou non, cet électron suit une courbe fermée. Comme ceci est tout à fait permis par la théorie de la relativité, ça laisse ouvert la possibilité qu'il y ait partout, au niveau microscopique, des particules, des électrons ou autre chose, qui suivent des lignes de temps fermées. Alors évidemment, dans les modèles courants de la physique, ça n'est pas quelque chose qui se produit. Les théories de gravité quantique, etc., ça rentre en résonance avec les propriétés de ces théories, mais je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais évidemment, nous, ça ne nous concerne pas dans la vie de tous les jours, et encore une fois, ce n'est pas de ça qu'on parle dans les livres de science-fiction. De quoi on parle dans les livres de science-fiction? On parle d'un voyage dans le temps qui n'est pas un voyage strict, qui n'est pas une courbe de temps fermée, mais presque fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon ben voilà, j'ai 20 ans, je continue à vivre, je monte dans un, je ne sais quoi, disons une machine à remonter le temps, mais un truc qui est complètement conforme aux lois de la physique. Et puis quand j'arrive à l'âge de 40 ans, je me retrouve non pas dans l'état où j'étais il y a 20 ans, mais je me retrouve en un endroit de l'espace-temps où je peux communiquer avec moi-même tel que j'étais il y a 20 ans. C'est-à-dire, dans cette pièce, on pourrait imaginer que coexistent moi-même à 20 ans et moi-même à 40 ans qui ai accompli le voyage temporel. Ça, c'est possible a priori, disons, ça n'est pas impossible selon la théorie de la relativité. Ça n'est pas impossible en principe. Est-ce qu'on peut imaginer des situations concrètes dans notre univers où ceci pourrait se réaliser ? C'est très compliqué. Il faut imaginer des choses très compliquées, ce qu'on appelle des trous de verre éventuellement. On ne sait pas du tout si ces trous de verre pourraient être stables. On ne sait pas du tout s'ils pourraient avoir les bonnes propriétés qui permettent ce genre de choses. En principe, dans les équations, oui. Dans la pratique, il y a encore aujourd'hui des discussions là-dessus. Il y a des gens comme Hawking qui ont dit « j'émets une conjecture de protection chronologique qui dit que toutes les choses de ce genre sont interdites. » sont impossibles. Il y a des lois physiques qu'on n'a pas encore découvertes qui interdisent ce genre de choses. C'est une position. Il y a d'autres gens qui disent « Ah non, tant qu'on n'a pas découvert les lois, imaginons que c'est possible, c'est peut-être possible et ça vaut le coup d'étudier la chose. » Autre position extrême, et puis il y en a qui sont entre les deux, qui disent « Bon, ça existe sans doute pas, mais c'est intéressant de l'étudier quand même, parce que ça va nous apprendre des choses sur l'espace-temps, sur le temps. » Bon, enfin, en tout cas, il n'a pas été démontré que ça ne peut pas exister. Il a été démontré que pour que ça existe, il faut des choses très bizarres,
mais vous savez, il y a des gens qui parlent de ce qu'on appelle l'énergie noire, l'inflation, qui exigent aussi des choses très bizarres, et c'est le même genre de bizarreté. C'est finalement ce qu'on appelle de la matière exotique, c'est-à-dire une espèce de matière qui aurait une énergie ou une pression négative. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais disons que la possibilité existe au moins en principe, très peu de chances que ça existe en pratique, mais on ne peut pas l'exclure. Le débat là-dessus reste ouvert. Mais donc, imaginons que ça existe. Imaginons donc que je peux emprunter, on va dire, un tunnel d'espace-temps qui peut être un trou de verre ou qui peut être ce qu'on appelle un pont d'Einstein-Rosen d'un point de vue technique, mais c'est à peu près la même chose, qui est une sorte de raccourci dans l'espace-temps qui me fait revenir en arrière. Qui me fait revenir en arrière, c'est-à-dire que après avoir fait ce voyage, j'ai l'âge de 40 ans, c'est-à-dire j'ai vécu pendant 40 ans, je me souviens de tout ce qui m'est arrivé entre 20 ans et 40 ans, et je me retrouve à côté de moi-même à 20 ans. Moi-même à 20 ans qui n'ai pas encore accompli ce voyage. Et je peux peut-être me serrer la main, bon, je ne sais pas, en tout cas je peux me faire coucou, je peux me faire passer un message. Peut-être qu'il n'y a pas de contact possible, je ne sais pas, il faudrait voir les lois qui régissent tout ça, on n'en est pas là, mais je peux écrire sur un tableau et raconter ce qui m'est arrivé pendant le voyage. Et donc, du point de vue de moi à 20 ans, il y a mon double à 40 ans qui est en train de me raconter ce qui va m'arriver dans les 20 prochaines années. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, ça veut dire que je connais mon futur. Pourquoi ? Parce que mon futur, finalement, d'un point de vue technique, en relativité, mon futur se confond avec mon passé. Bon, ça c'est un petit peu compliqué quand on rentre dans la technique des termes, mais ça veut dire, concrètement, je connais ce qui va m'arriver dans les 20 prochaines années. Bon, alors évidemment, si on vous dit ce qui va vous arriver dans les 20 prochaines années, je vous connais, vous n'avez qu'une idée, c'est de dire, je vais faire différemment. Je vais faire différemment. Mais, ce que nous dit la physique, c'est non, vous ne pouvez pas faire différemment. Alors là, c'est embêtant, parce que vous allez dire, oui, mais j'ai mon libre arbitre, je peux choisir. Si par exemple, je sais que je dois monter, je dois mettre le pied dans la machine temporelle, je n'ai qu'à décider de ne pas mettre le pied. Bon, ce que nous dit la physique, c'est non, vous ne pouvez pas ne pas mettre le pied, les lois physiques impliquent dans ce cas-là que vous devez mettre le pied. Alors, comment s'en sortir ? La première manière de s'en sortir, c'est de dire, tout ça, ça n'existe pas, en fait, je suis comme Hawking, je dis, conjecture de protection temporelle, ce genre de choses, c'est trop paradoxal, ça ne peut pas exister. Bon, vous pouvez dire aussi, finalement, je ne crois pas au libre arbitre. C'est-à-dire, oui, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, peut-être je vais avoir un malaise, ou peut-être, je ne sais pas quoi, tout d'un coup je vais à moitié perdre connaissance, ou je vais oublier, enfin je ne sais pas, et je vais effectivement accomplir ça, et il y a finalement des lois qui m'obligent à le faire. Des lois, je ne sais pas si ce sont des lois vraiment physiques, psychologiques, mais peut-être que finalement la physique se ramène à des lois, la psychologie se ramène à des lois physiques. Vous voyez, ça commence à poser des problèmes intéressants sur ce qu'est la volonté, sur ce qu'est le libre arbitre. Ou peut-être que j'aurais l'impression, en faisant ce choix forcé, déterminé, j'aurais l'impression quand même de le faire librement, alors qu'en fait je suis complètement déterminé. Ça, c'est une solution que les philosophes aiment bien. Mais en tout cas, quand on s'aperçoit, à part cette question du libre arbitre, de notre propre liberté, qui est une question qui sort vraiment du domaine de la physique, eh bien, quand on analyse ce genre de situation, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument aucun paradoxe. La logique n'est heurtée à aucun moment. C'est-à-dire, oui, éventuellement, je connais mon futur, mais finalement, il n'y a absolument rien qui soit choquant du point de vue de la logique. Et finalement, les physiciens essayent quand même de simplifier les problèmes. Et pour essayer de s'attaquer à ce problème sans être confronté au problème du libre arbitre, qui est un problème quand même philosophique très compliqué, eh bien ils ont dit on va imaginer une autre situation. On va imaginer simplement une boule qui voyage dans le temps. C'est beaucoup plus simple. Une boule qui voyage dans le temps. Alors on prend une boule de billard, et puis on envoie cette boule de billard dans une direction telle qu'elle va prendre un tunnel temporel. Elle prend et elle revient avant qu'on l'ait lancée. Enfin, elle revient, avant qu'elle soit rentrée dans le tunnel, et elle revient, elle se cogne, et elle s'empêche de rentrer dans le tunnel.
Ah mais alors donc elle n'est pas rentrée dans le tunnel. Mais si elle n'est pas rentrée dans le tunnel, elle n'a pas pu venir se cogner. Donc elle a bien été tout droit et elle est rentrée dans le tunnel. Et bon, il y a un paradoxe. Eh bien, quand on a fait les calculs, et ils ont été faits dans les années, il y a une dizaine d'années, parce que vraiment il y a eu un regain d'intérêt sur ces questions, par plusieurs physiciens américains, du genre Kip Thorne et d'autres, Polchinski en Russie, enfin bon, il y a eu tout un échange d'articles là-dessus. Eh bien, tout calcul fait, la boule emprunte le tunnel temporel, revient effectivement se cogner, et on s'aperçoit que c'est précisément ce choc-là qu'il envoie dans le tunnel temporel. Donc tout va bien, les choses sont parfaitement cohérentes, et d'ailleurs, ceci maintenant a été érigé en résultat qui s'appelle le principe de cohérence. C'est-à-dire que finalement, si voyage temporel il y a, on peut appliquer ce principe de cohérence qui nous dit finalement qu'il n'y aura jamais de paradoxe. Il y aura peut-être des paradoxes pour une analyse au niveau philosophique, etc., parce que mon libre arbitre va en prendre un coup, mais en tout cas, du point de vue de la logique et de ce qui se passe en physique, il n'y a pas de paradoxe. Et d'ailleurs, je rappelle quand même que la première proposition concrète de voyage temporel, Kurt Gödel, 1931, Kurt Gödel, c'est un des plus grands logiciens de notre époque, et le plus grand, diront certains. Donc, voyage temporel sans paradoxe, sans problème autre que ce problème qui finalement va concerner les philosophes. Alors, pour terminer, j'ai proposé une solution qui serait une solution intermédiaire, parce que cette conjecture de protection chronologique de Hawking me paraît un peu forte. Donc, c'est un peu dommage de se dire cette chose-là qui est si intéressante est impossible, mais d'un autre côté, l'idée que finalement, si je reviens, il y a des choses que je ne pourrais pas faire parce que finalement je connais déjà mon futur et qu'il m'est imposé, ça peut paraître gênant à certains de ne pas avoir l'impression du libre arbitre. Donc la solution que je propose, c'est que le voyage temporel de ce type, vous avez compris, c'est un voyage temporel qui n'est pas vraiment strict, c'est pas une courbe fermée, mais une courbe presque fermée, parce que je ne me retrouve pas à 40 ans dans la peau de ce que j'étais à 20 ans, mais je me retrouve à côté, dans une région de l'espace-temps où je peux communiquer. Eh bien, ce voyage, je propose la conjecture suivante, qu'il soit impossible pour un être humain, qu'il soit impossible pour quelqu'un qui a une mémoire, qu'il soit impossible pour quelqu'un qui est suffisamment complexe pour pouvoir avoir une mémoire, une volonté, quelque chose qui ressemble au libre arbitre, mais qu'il soit tout à fait possible pour une particule élémentaire, peut-être un atome, une molécule, etc. Et il y a un argument pour ça, et cet argument, précisément, c'est un peu les effets de marée dont je crois Jean-Marc a parlé l'autre jour. Parce que quand vous êtes, par exemple, au voisinage d'un trou noir, les effets de marée deviennent extrêmement importants. Et qu'est-ce que c'est que ces effets de marée? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font que, finalement, mes pieds et ma tête ne vont pas suivre la même trajectoire. Ils vont suivre des trajectoires différentes, à tel point que ça va complètement m'étirer et ça va finalement me détruire. Donc, dès que j'arrive au voisinage d'un trou noir, finalement, les lignes d'univers de mes pieds et de ma tête divergent. Ce qui veut dire que je ne peux plus parler de moi comme individu, parce que je peux parler de moi comme individu tant que je reste un être cohérent, que tous mes atomes, qui constituent toutes mes cellules, disons mes pieds et ma tête, restent cohérents. Et si les effets de marée font qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, eh bien voilà, je me disperse, je perds ma cohésion, je n'existe plus. Eh bien l'idée c'est que quand on est dans un trou de verre, effectivement, il peut y avoir l'histoire d'un de mes atomes qui suit ce trou de verre, de tous mes atomes même, mais ils vont perdre leur cohésion. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le passage dans un trou de verre fait perdre la cohésion, donc fait perdre l'identité, par l'intermédiaire de ces effets de marée, de tout objet, de tout système qui aurait un niveau important de complexité. Donc, la conjecture que je propose, c'est que le voyage temporel de ce type-là serait forcément impossible pour un objet qui a un grand niveau de complexité, donc nous par exemple, mais serait tout à fait possible peut-être pour des atomes, pour des objets de ce genre. Et donc voilà tout ce que je veux dire sur le voyage temporel. Donc du point de vue physique, je crois que je vous ai à peu près donné la situation, et que vous voyez, ce qui est important, c'est de considérer que selon notre physique, ça n'est pas impossible,
C'est impossible évidemment techniquement, c'est sans doute possible en principe, même si ça exige qu'existent dans l'univers des choses très bizarres. Mais ce qui est important, je crois, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de paradoxe. C'est-à-dire que, imaginez que le voyage temporel existe, en tout cas dans le domaine de la physique, ça n'entraîne aucun paradoxe, aucune entorse à la logique. Les problèmes surgissent, mais ce ne sont plus des problèmes de physiciens, ce sont des problèmes, disons, de philosophes, quant à notre identité, à notre libre arbitre, à notre volonté, à notre mémoire, etc. Les problèmes surgissent lorsque l'on veut imaginer qu'un être humain, bien entendu, serait soumis à ce genre de voyage temporel. Mais peut-être, c'est ce qui va vous arriver, et peut-être certains d'entre vous viennent déjà du futur. Dans ce cas-là, je leur demanderai de se manifester. En tout cas, pour moi, j'ai terminé. Merci.